Alors, est-ce que tu crois que le futur, ça se trouve dans un device comme ça? Ou est-ce que tu crois que le métaverse, c'est une bulle et que ça va tout simplement jamais arriver? N'hésite pas à mettre ton avis en commentaire, comme ça, on va pouvoir faire un petit sondage et mesurer finalement ce que pensent les active workers. Donc, la vidéo du jour, c'est jouer à Retour vers le futur. L'objectif, c'est que je te donne mon avis sur le métaverse, sur ce device qui est l'Oculus Quest 2. Et puis voilà, qu'on voit ce qui se passe. Et dans 2 ans, on re-regardera cette vidéo et voilà, on verra tout simplement si j'avais raison ou non. Alors de quoi parle-t-on exactement? Parce que du coup, on parle beaucoup de métaverse. Métaverse, du coup, c'est quelque part quelque chose que Facebook s'est accaparé en se renommant Meta. Le métaverse, pour comprendre ce que c'est une place de marché et c'est un espace d'expérience dans lequel tu vas pouvoir t'immerger sans sortir de chez toi. Donc ce que ça veut dire, c'est que du coup un device comme ça, c'est la clé, c'est la porte pour pouvoir rentrer dans le métaverse. Dessus, tu vas retrouver un peu comme sur Android ou sur iPhone un store dans lequel tu vas avoir plein d'applications que tu vas pouvoir installer. Et ces applications, elles te permettent de rentrer dans différents univers, dans des jeux vidéo, dans des films. Tu peux accéder à Netflix, Amazon Prime, tu peux te retrouver dans une salle de cinéma avec d'autres personnes. Donc tu peux vivre tout un tas d'expériences. Et ce qui va encore plus loin avec le métavers, c'est que ces applications qui aujourd'hui sont très spécifiques, et dans le futur, elles communiquent entre elles. Et donc tu vas pouvoir avoir ta propre identité, exactement comme dans le film Ready Player One. Et donc dans cette identité, voilà, tu vas pouvoir avoir le skin que tu veux. Quand on parle de skin, c'est quelque part le personnage numérique que tu voudras avoir. Tu peux potentiellement avoir un homme, une femme, un non-binaire, un Ewok, ce que tu veux, quelque part un robot. Donc tu peux imaginer que tu vas choisir ton identité et tu peux décider d'être qui tu veux. Et donc c'est ça en fait le fantasme que propose la réalité virtuelle. C'est le fantasme qui est promis dans plein de films de science-fiction qui viennent évidemment avec leur lot de dangers. Par exemple, dans Matrix, c'est plutôt un danger, le futur où les gens finalement ils vivent une vie uniquement dans la vie numérique et voilà, on est asservi par les robots. On a derrière Minority Report où là c'est plutôt le fantasme de pouvoir manipuler, si tu veux, avec les mains différentes choses et donc avoir des écrans en gros lumineux où tu vas pouvoir ne plus avoir de simples écrans mais travailler avec de la 3D, avec du tactile. Quelque part ça devrait être permis par la réalité virtuelle dans le futur. Évidemment Ready Player One, j'en ai parlé. Mais bref, donc tu as tous ces films aussi, tous ces petits mini-films de Black Mirror qui prédisent un peu ça. Et puis donc ça vient aussi avec tout un fantasme de trucs positifs, notamment sur le travail. En fait, imagine que tu te réveilles le matin, tu es en retard pour ta réunion, elle a démarré sur Teams, toi tu te connectes, mais du coup tu es en pyjama, tu vas te connecter, tu vas devoir te connecter sans ta caméra. Et là, avec ça, imagine que tu as des réunions avec ça, en fait forcément tu vas mettre ce casque-là et en gros c'est ton identité numérique qui va apparaître dans la réunion. Et évidemment, tu auras une identité sans doute un peu plus professionnelle, mais tu peux imaginer quelque chose où en fait en fonction de ta manière de parler, en fonction de ta manière de te comporter, ça fait apparaître différents. Ça reproduit ce qui se passe sur ton visage sans dévoiler tout ce qui est autour de toi. Et donc que tu sois dans une chambre étudiante, dans un appart comme ici ou dans une grande maison, quelque part, ça te permet de pouvoir avoir une identité pour le travail et puis de vraiment séparer les deux. Séparer travail, famille, enfin avoir vraiment plusieurs univers différents. Alors la question c'est, du coup aujourd'hui, qu'est-ce que c'est la réalité du métaverse? Alors la réalité du métaverse, c'est qu'avant ça, il y a eu l'Oculus Quest 1, il y a eu l'Oculus Rift, il y a eu d'autres expériences. Avant ça, il faut être honnête, ça a été un petit peu un échec pour pas mal de gens, parce qu'il y a des tas de gens qui ont acheté ça, et j'en connais d'ailleurs, que j'en ai parlé avec certains, qui ont acheté la première version du Quest et du Rift, et qui étaient extrêmement déçus. D'abord parce qu'il fallait que ce soit filaire connecté à un ordinateur, et puis parce que voilà, les jeux n'étaient pas très bons, l'expérience n'était pas très bonne. Et du coup, il y a des tas de gens qui sont déjà partis déçus de ça. Ensuite, si on parle de ça pour le travail, donc typiquement pour travailler avec ça, il y a un problème, c'est qu'en fait, si tu mets ça sur la tête, hop, tu ne vois pas, tu ne vois pas tes mains sur le clavier. Alors, tu as des claviers Bluetooth compatibles qui vont faire apparaître une zone un petit peu en noir et blanc, mais en fait, c'est vraiment moche. Et si tu veux, là ici, tu as des petites caméras qui sont des caméras un peu noir et blanc pour voir autour de toi. Mais
en fait, c'est pas intéressant et enfin, pour le coup, j'ai même pas essayé, j'ai vu des vidéos, ça a l'air vraiment un peu foireux. Donc voilà, aujourd'hui, je pense que le problème, c'est que pour travailler, c'est vraiment pas quelque chose d'intéressant. Enfin, j'arrive même pas à voir comment tu pourrais travailler avec ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu peux imaginer, et ça serait déjà le cas, ça devrait déjà être possible aujourd'hui, tu peux imaginer des séances de coaching, des séances de présentation orale avec ça. C'est-à-dire que du coup, c'est un outil qui permet vraiment d'avoir des interactions sociales. Donc typiquement, ce qui est très très positif, c'est que il y a des tas de jeux D'abord, il y a des jeux qui te permettent d'avoir des expériences vraiment assez folles. Donc tout seul, où tu vas travailler par exemple, enfin tu vas pas travailler, tu vas jouer à des jeux qui te mettent en immersion, que ce soit des jeux qui font peur ou des jeux d'action, où tu es vraiment en direct à la première personne. Et contrairement à un jeu par exemple que tu aurais sur un écran, bah là tu es directement dans l'action, tu es directement dans... Enfin, c'est difficile à décrire en fait, il faudrait que tu joues si tu ne connais pas pour vraiment ressentir ça. Mais donc d'un point de vue expérience, ça c'est 100% oui, c'est super intéressant. Et après, d'un point de vue relations sociales, bah, il y a des jeux qui sont carrément devenus des réseaux sociaux à part entière. Par exemple, le jeu Population One, je t'en ai peut-être déjà parlé. Et là, c'est très intéressant parce qu'en fait, c'est un jeu qui a permis de faire rentrer dans une catégorie de jeux vidéo des gens qui étaient plutôt trentenaires, quarantenaires et qui ne connaissaient pas le début du métaverse. Parce que qu'est-ce que c'est finalement le métaverse? C'est ce que tu peux retrouver sur Fortnite. Fortnite, c'est un jeu, alors tu connais peut-être, un jeu qui a un nouveau business model où plutôt que de vendre le jeu, ce qu'ont fait les créateurs de Fortnite, c'est qu'ils ont créé tout un système de store dans le jeu où tu peux acheter des skins, tu peux acheter différentes manières de t'habiller dans le jeu. Et c'est plutôt des jeunes qui jouaient à ça à la base. Et c'est un jeu où en gros tu es balancé sur une carte et puis tu dois essayer de tuer tout le monde. Et voilà. Et donc ce qui est très intéressant, c'est que Population One, c'est un peu un copycat de ce jeu-là. Sauf que comme c'est comme ça se joue avec ça, bah, grosso modo, c'est une mécanique un petit peu différente. Tu peux escalader les murs, tu peux voler, enfin bref, c'est vraiment une expérience d'immersion très intéressante. Mais au-delà de ça, pour jouer beaucoup à ce jeu-là, je me rends compte que l'âge moyen dans ce jeu est plutôt autour de 30-40 ans que 15-20 ans. C'est plutôt des vieux qui jouent à ce jeu-là. Et ce que ça me dit, c'est que ça me rappelle aussi l'expérience de Clubhouse. Peut-être que tu as essayé cette application. Dans Clubhouse, c'est pareil. On a vu arriver des tas de gens plutôt âgés sur Clubhouse et qui découvraient qu'en gros, on pouvait avoir des rooms audio. Donc Clubhouse, c'est une application qui te permet en 30 secondes de créer une room audio. Il y a des gens qui viennent et c'est un peu comme une application de rencontre. Sauf que ce n'est pas une application pour rencontrer l'âme sœur. C'est vraiment pour parler des sujets qui t'intéressent. Donc tu crées une room par exemple. Est-ce que le métaverse est le futur? Les gens vont pouvoir venir parler de ça avec toi. C'est des gens random qui parlent potentiellement français, anglais. Et voilà. Et donc il y a eu tout un enthousiasme début 2021 là-dessus. Et je me dis qu'en fait, bah, il y a un vrai besoin pour les gens de se connecter avec d'autres personnes qui ont les mêmes intérêts. Et si avec ces applications-là, avec ce type de truc-là, en gros on arrive à créer ça, c'est que quelque part cette individualité qui fait qu'avec les téléphones, avec les ordinateurs, avec la surmédiatisation qu'on connaît aujourd'hui, c'est connu qu'il y a un individualisme croissant dans la société. Bah, il y a un peu un retournement de situation parce que ces applications-là, ça devient carrément des réseaux sociaux. Et sur Population One, moi j'ai vu des trucs de fou arriver. Typiquement, il y a un groupe Facebook Population One où tu as eu des tas de rencontres et les gens se sont vus en vrai. Enfin, c'est devenu vraiment quelque chose qui a réuni des gens. Et encore, entre guillemets, mieux que ça, il y a une joueuse qui s'appelle Poppy la licorne qui a rencontré l'âme sœur dans le jeu et ils ont carrément eu un enfant. Donc tu as le premier enfant Population One qui est né, enfin au moins un. D'ailleurs, je salue du coup Poppy la licorne et son chéri et je leur dis longue vie. Mais donc c'est quand même fou parce que à partir d'un jeu vidéo, tu te retrouves à avoir des histoires réelles dans le monde réel. Voilà, donc moi je pense que ça c'est dû à la fois par ce besoin social d'exister, cette nécessité d'avoir une identité forte et du coup cette identité tu vas pouvoir l'exprimer dans un monde virtuel et ça peut marcher quoi. Donc ça c'est ce qui existe aujourd'hui, donc pour moi je pense que c'est déjà une révolution un petit peu en marche. Après demain qu'est-ce que ça peut être? En fait moi j'ai le même sentiment que ce que j'ai eu avec les smartphones autour de 2006. C'est-à-dire qu'en 2006,
tu avais les premiers iPhones qui commençaient à sortir. Et au début, les appareils photo dans les iPhones étaient vraiment nuls. Moi, j'avais eu un smartphone, un Windows Phone avant l'iPhone, et j'étais convaincu qu'on aurait tous des devices pour prendre des photos. Et vraiment, c'était quelque chose dont j'étais convaincu. Je me souviens que c'est quelque chose que je me disais de manière très forte. Et c'est arrivé parce que naturellement, en gros, on a eu les composants électroniques coûtaient de moins en moins cher. Et donc aujourd'hui, je peux parler sur YouTube avec un device. Et c'est même pas la caméra de mon téléphone avec laquelle je filme, c'est la caméra frontale. Et en fait, je me souviens aussi que mon père a eu un peu une révélation similaire avec les téléphones portables. C'est-à-dire que mon oncle était un petit peu en avance, il avait un téléphone portable et à ce moment-là, il n'y a personne qui en avait, ça devait être dans les années 90. Et je me souviens qu'ils ont eu cette discussion-là où mon oncle a dit non mais tu verras, à un moment donné, tout le monde aura un téléphone portable, on pourra s'appeler de n'importe où, quand tu veux, où tu veux, etc. Et à l'époque, mon père était fait, je me souviens, il disait mais non mais t'es complètement fou, un téléphone c'est filaire, c'est fixe, et puis qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on pourra être dérangé n'importe quand, n'importe comment. Voilà, il y avait plein de gens qui étaient convaincus que le téléphone portable ne se démocratiserait pas. Moi, je suis convaincu que c'est pareil avec ce truc-là. On est dans la même situation en fait que ce qui s'est passé avec les trottinettes électriques. Aujourd'hui, c'est incontestable que tu les aimes ou pas, les trottinettes électriques se sont démocratisées, que ce soit chez toi euh, ou de manière entre guillemets voilà, en libre service dans la rue comme tu peux trouver avec des applications comme Lime, les trottinettes électriques sont démocratisées. Et en fait, si on t'avait dit quand les Segway sont sortis que c'est ça qui arriverait, tu l'aurais pas forcément cru. Les Segway, c'est ces espèces de machins électriques qui sont sur deux roues et tu voyais énormément à un moment donné de gens qui faisaient des visites à Paris là-dessus. Tu avais parfois d'ailleurs des accidents qui faisaient un peu peur. Segway, ça s'est cassé la gueule, c'est une entreprise qui n'a pas fonctionné, tout simplement parce qu'ils n'ont pas réussi à trouver le bon système de distribution des Segway. Lime, à l'inverse, et toutes ces applications de trottinettes électriques, eux, ils ont trouvé le moyen, c'est qu'ils ont mis les trottinettes en libre service, ils ont trouvé le moyen de faire en sorte sans doute que ce soit rentable, ou alors peut-être que ça va se casser la gueule dans le futur, mais ça a l'air de fonctionner puisque c'est toujours là. Et voilà, donc je pense véritablement que là, avec ce truc-là, on est sur le même type de révolution. Ce qui manque, c'est simplement un système de distribution et d'acquisition pour mettre les gens dedans, et ensuite une multiplication des usages. Aujourd'hui, on est sur des usages assez spécifiques. Ça va être intéressant pour regarder de la vidéo, avoir des expériences d'immersion, soit tout seul, soit des expériences un peu sociales de jeux vidéo qui existent déjà sur l'ordinateur. Mais dans le futur, ce qui va arriver en fait, c'est à la fois une 3D et entre guillemets une définition d'image qui sera beaucoup mieux. Aujourd'hui, la définition d'image, typiquement là-dessus, elle n'est pas ouf. Tu peux avoir vraiment une bonne définition si tu joues avec un PC de gamer et voilà. Donc déjà, on va avoir une amélioration là-dessus, ça va faire venir plus de monde. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On va avoir de plus en plus aussi de jeux propriétaires. Typiquement, là aujourd'hui, je crois qu'on a Resident Evil qui existe sur ce truc-là. Mais il n'y a pas encore de jeu vraiment, enfin, il n'y a pas les grandes références que tu vas trouver sur tout ce qui est PS4, tout ce qui est Xbox, enfin, les grandes consoles de jeux vidéo. Donc ça va être une grande étape qui va venir. Et ensuite, il y a une autre étape qui va arriver, c'est le passage à la réalité augmentée. La réalité augmentée, c'est ce qui va nous permettre d'arriver dans un monde à la Minority Report où tu as des écrans qui apparaissent devant toi et où tu as vraiment plein de contextes différents en même temps qui te permettent d'avoir une expérience tout à fait folle en fonction de ce que tu es en train de faire. Alors ça peut paraître un peu fou ce que je te dis, mais ça existe déjà par exemple avec certaines lunettes que tu vas mettre et qui te permettent d'avoir, un peu comme dans un cockpit d'avion, la vitesse de ton vélo, ta fréquence cardiaque. Et donc c'est très utilisé du coup dans le sport. Il y a déjà des startups, d'ailleurs une startup française qui travaille là-dessus énormément. Et donc il y a des lunettes de réalité augmentée qui existent aujourd'hui, un peu comme ce que tu peux voir en tapant Google Glass. C'était l'essai des Google Glass qui n'a pas très bien fonctionné, il faut le dire. Mais dans le futur, en fait, si tu arrives à fusionner, on va dire, la technologie de réalité augmentée avec un truc comme ça, c'est-à-dire des lunettes que tu mets et puis qui peuvent te permettre à la fois de t'immerger dans un monde et puis très très vite de revenir dans un contexte réel où en gros tu vas avoir un clavier virtuel qui apparaît, hop, tu vas avoir plusieurs écrans, pouvoir travailler en gros uniquement avec des lunettes, et d'un coup tu vas avoir, comment dire, tu n'as plus besoin d'ordinateur en fait. Tu vas te retrouver avec des lunettes, l'ordinateur intégré et absolument
tous les usages que tu veux dans ces lunettes, que ce soit Netflix, enfin tout ton univers d'applications existants. Et tu retrouves un petit peu ce que tu as aujourd'hui avec les nouvelles consoles, typiquement la PS4 qui te propose de jouer à des jeux de PlayStation 1 ou de PlayStation 2. Bah là, avec ce nouveau type d'ordinateur via lunettes, quelque part, tu vas pouvoir te retrouver à utiliser tout ce que tu avais avant. Toutes tes applications, tous tes films, ton univers de musique, etc. Dans des lunettes. Et ça, c'est le futur. Et ça, je pense réalistiquement parlant et raisonnablement parlant, c'est tout à fait à notre portée technologique. Je pense que ça va arriver. Je pense que aujourd'hui, tu as des entreprises de conseil qui doivent aider les entreprises à mettre en place des logiciels pour mieux travailler. On appelle ça le domaine du digital workplace. Et donc, typiquement, tu as des tas d'entreprises qui ont mis beaucoup d'argent pour installer Office 365, le Teams, toutes ces applications qui ont eu leur essor grâce au Covid et puis au télétravail qui est de plus en plus répandu. Et la nouvelle révolution qui va nous attendre et qui sera pareil, ça sera exactement ça. Et ça, il va falloir expliquer aux gens comment s'en servir. Et donc, je pense qu'il va y avoir un boulevard à la fois de nouveaux modèles à inventer et puis d'accompagnement des gens pour ces nouveaux devices. Et tu verras que dans le futur, en fait, ça sera même plus une question. Tu te baladeras, tu verras tous ces gens dans la rue qui auront qui auront leurs lunettes et tu ne sauras pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils seront sans doute en train de regarder une vidéo, en train de lire un livre, en train d'écouter un truc. Et donc, ça va pas du tout dans le sens d'un monde où les humains se connectent en vrai entre eux. Par contre, ça va dans le sens des humains super connectés entre eux, puisque tu pourras potentiellement avoir, pendant que tu te brosses les dents, une conversation avec tes parents, en même temps les news qui s'affichent, et puis pareil, tu pourras de manière tactile avoir des écrans, afficher Google Maps. Enfin bref, c'est un truc que quelque part on n'arrive même pas encore à concevoir, mais je suis convaincu que ça va arriver. Et donc, de toute façon, le sens de cette vidéo, c'était de prédire le futur. Donc voilà, on se donne rendez-vous dans 2 ans pour voir si d'ici 2 ans, ils ont réussi à développer tout ça. En tout cas, moi, je trouve ça extrêmement enthousiasmant. Et puis, ça m'intéresserait d'avoir ton avis en commentaire, savoir ce que tu en penses. Est-ce que tu penses que je suis complètement à l'ouest ou est-ce que tu penses que, comme moi, c'est ce qu'on va voir arriver dans les 2 ans? Voilà, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.